Добрый день. Завершились встречи в Bonjour. рамках. Les rencontres dans le cadre du 19e sommet d'Asie de l'Est, où je représentais le président sur son ordre, viennent de s'achever. Les discussions ont montré que nos collègues occidentaux, qui sont, tout comme nous, la Chine et l'Inde, des partenaires de l'ASEAN, travaillent toujours à miner l'architecture multilatérale, tant dans le domaine de l'économie que de la sécurité. Cette architecture s'est construite au fil de plusieurs décennies autour de l'ASEAN et a prouvé sa pertinence. Cependant, les États-Unis et leurs alliés ont clairement pris pour objectif d'intégrer la région Asie-Pacifique dans la zone d'intérêt de l'OTAN. Ici, de nombreuses coalitions étroites, fermées et contrôlées par les Américains, à orientation politico-militaire, sont en cours de création. Il s'agit notamment de la trilatérale USA, Japon et Corée, USA, Japon et Philippines. Il y a aussi le quatuor Indo-Pacifique comprenant l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon. Et tout cela, bien sûr, ne contribue pas à un travail collectif mais fragmente plutôt cet espace commun, en le divisant entre nous et eux. Nous avons souligné les risques de militarisation de la région en conséquence de telles politiques des pays occidentaux, ainsi que les risques pour la stabilité de la partie asiatique de notre continent commun et pour le développement durable. Nous avons, pour notre part, réaffirmé que la Russie soutient de manière constante les efforts des pays de l'ASEAN visant à maintenir la paix et à assurer une coopération équitable avec tous les partenaires de l'association. L'Occident, quant à lui, veut faire de l'ASEAN son principal partenaire, mais en orientant ce partenariat contre les intérêts de la Russie et de la Chine avant tout. Sur cette base, indépendante de toute conjoncture politique, je parle de notre relation avec l'ASEAN, nous construisons depuis plus de 3 décennies une coopération stratégique avec l'association. L'année prochaine, nous célébrerons le 20e anniversaire du premier sommet Russie-ASEAN et de l'adoption de la déclaration commune sur un partenariat avancé et global. La Russie préfère, au lieu de politiser les événements dans le cadre des sommets d'Asie de l'Est, promouvoir une série d'initiatives dans des domaines tels que la réponse aux pandémies, les contacts entre les peuples, y compris le tourisme, et le soutien au volontariat. Nous proposons donc des domaines de coopération pratique, utiles à tous les participants, et qui doivent être basés sur l'égalité et le bénéfice mutuel. Lors de cette rencontre, nous avons proposé de développer la coopération dans le domaine du développement des territoires reculés. C'est un sujet pertinent tant pour nous que pour de nombreux pays de l'ASEAN. En outre, nous avons formulé et présenté lors de la réunion d'aujourd'hui des réflexions globales sur les questions de connectivité culturelle et sociale. Ces enjeux revêtent une importance particulière dans le contexte de la diffusion d'idéologies destructrices et des tentatives de division. De nombreuses idées exprimées par nos collègues de l'ASEAN concernant le renforcement de l'architecture régionale font écho à notre initiative bien connue de création en Eurasie d'une architecture de sécurité indivisible et de développement équitable. Cette année, pour la 3e fois, le secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, a été invité en tant qu'hôte des sommets d'Asie de l'Est. Il a proposé d'établir des contacts entre l'OCS et l'ASEAN dans divers domaines, qui sont d'actualité pour le développement des pays membres. De manière générale, il est clair que l'OCS et l'ASEAN sont des partenaires naturels non seulement en raison de leur voisinage géographique, mais aussi en raison de leur engagement ferme envers les principes de coopération souveraine et mutuellement bénéfique, en tenant compte des intérêts de chacun. Nous avons salué l'intérêt de certains pays de l'ASEAN pour se rapprocher des BRIC. Cette alliance est aujourd'hui l'un des principaux piliers de l'ordre mondial multipolaire. Le prochain sommet des BRIC à Kazan, qui se tiendra dans quelques jours, sera sans aucun doute un événement international d'importance mondiale. Un certain nombre de pays de l'ASEAN ont été invités à participer au sommet, et ces invitations ont été acceptées. Nous n'avons aucun doute que les approches développées dans le cadre des BRIC sur diverses questions à l'ordre du jour pourraient intéresser les participants des sommets d'Asie de l'Est, en particulier les pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN. Voilà, en bref, mes impressions. S'il vous plaît, posez vos questions. Rossiyskaya Gazeta. Lors de la conférence, Sergueï Lavrov a exprimé que l'adoption d'une déclaration finale avait échoué en raison des efforts des États-Unis et de certains de leurs alliés, notamment le Japon, la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour politiser le document. Historiquement, les déclarations des sommets d'Asie de l'Est évitaient les sujets géopolitiques conflictuels, se concentrant plutôt sur des questions pratiques comme le commerce et l'économie. Or, cette année, l'Occident a bloqué les mesures concrètes proposées, insistant pour que la Russie soit tenue responsable de la situation en Ukraine, que Lavrov décrit comme une crise provoquée par un coup d'État soutenu par les États-Unis. Lavrov a également souligné le rôle central de l'ASEAN dans la région, exprimant la gratitude de Moscou envers l'organisation pour sa résistance aux tentatives occidentales de la diviser. Quant aux récents propos du Premier ministre japonais sur la création d'une alliance militaire asiatique semblable à l'OTAN, Lavrov a exprimé sa profonde inquiétude face à la remilitarisation croissante du Japon, en particulier son rôle dans les plans américains de défense antimissiles et sa participation à diverses manœuvres militaires conjointes avec les États-Unis et d'autres membres de l'OTAN.
Selon lui, cette tendance pourrait menacer la stabilité régionale et contribuer à un démantèlement de l'ordre mondial actuel. Lavrov a conclu en condamnant l'escalade militaire et l'implication du Japon dans des projets tels que l'OCU, mettant en garde contre les risques que cette approche représente pour la paix régionale et mondiale. Analyse de la politisation des sommets d'Asie de l'Est et des enjeux géopolitiques actuels. Le discours de Sergueï Lavrov met en lumière un moment charnière dans les relations internationales, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Le blocage de l'adoption d'une déclaration finale lors du sommet est un symbole puissant des tensions croissantes entre les puissances occidentales et les nations qui s'opposent à leur influence. Lavrov souligne que les sommets d'Asie de l'Est ont, jusqu'à présent, favorisé une coopération économique et pragmatique, en évitant soigneusement les sujets politiques conflictuels. Cette pratique, qui a fait ses preuves pendant des décennies, a contribué à préserver la stabilité et à encourager un développement partagé entre les nations, en dépit de leurs divergences politiques. Cependant, les récentes tentatives des États-Unis et de leurs alliés de politiser ces discussions démontrent un changement dans la stratégie occidentale visant à imposer une vision unipolaire de l'ordre mondial, même dans des forums historiquement axés sur la coopération pratique. Lavrov attribue l'échec des négociations à l'obsession occidentale de faire porter la responsabilité des crises géopolitiques, notamment celle en Ukraine, à la Russie. Ce point de vue révèle une stratégie globale des États-Unis et de leurs alliés, cherchant à isoler la Russie sur la scène internationale en exploitant tout cadre diplomatique à cette fin. Il est ici crucial de comprendre que l'Asie de l'Est, avec son propre contexte historique et ses priorités économiques, n'a pas les mêmes motivations que l'Occident. L'insistance à inclure des sujets hautement polarisants comme l'Ukraine, dans un cadre où la coopération régionale est prioritaire, démontre la volonté des puissances occidentales de forcer une réévaluation des alliances stratégiques dans une région clé pour l'équilibre mondial. Lavrov critique sévèrement ce qu'il perçoit comme une instrumentalisation des forums multilatéraux, y voyant une tentative de politisation systématique. Cette tendance est dangereuse, car elle détourne les efforts collectifs de leur objectif principal, la coopération économique et technologique. En effet, la transformation de ces forums en scène de confrontation idéologique pourrait entraver la capacité des nations de la région à collaborer sur des dossiers cruciaux comme le commerce, la sécurité énergétique et le développement technologique. Cette situation reflète un glissement inquiétant vers une nouvelle ère de polarisation globale, où chaque forum devient un champ de bataille idéologique. Remilitarisation du Japon et impact sur la sécurité régionale. L'inquiétude de Lavrov concernant la militarisation croissante du Japon et la proposition de ce dernier de créer un équivalent asiatique de l'OTAN est particulièrement frappante. Cette remilitarisation est perçue comme une régression historique inquiétante, étant donné le passé militariste du Japon et son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Lavrov suggère que le Japon, sous la pression des États-Unis, s'engage dans une trajectoire qui pourrait avoir des répercussions négatives à long terme sur la stabilité régionale. La participation active du Japon dans les manœuvres militaires conjointes avec les États-Unis et d'autres nations de l'OTAN renforce cette perception, transformant progressivement l'Asie de l'Est en un nouveau front de rivalité militaire. L'évocation par Lavrov de l'implication du Japon dans le système de défense antimissile américain et la possibilité de déployer des missiles à portée intermédiaire est un développement stratégique majeur. Cela pourrait exacerber les tensions avec la Chine et la Corée du Nord, augmentant les risques d'escalade militaire dans une région déjà sensible. De plus, la participation du Japon à des initiatives nucléaires conjointes avec les États-Unis, ainsi que son intérêt pour le projet OCU, introduisent de nouveaux risques, en particulier dans le domaine de la prolifération nucléaire. Cette dynamique alimente une méfiance croissante entre les acteurs régionaux et risque de conduire à une militarisation accélérée, où chaque nation chercherait à renforcer ses propres capacités de défense pour contrer une éventuelle menace. L'ASEAN, un acteur clé dans un contexte de polarisation croissante. Lavrov insiste également sur le rôle central de l'ASEAN dans la préservation de la stabilité régionale, en soulignant que l'organisation doit faire face à des pressions considérables de la part des puissances occidentales qui tentent de la diviser. L'ASEAN, en tant qu'organisation régionale multilatérale, s'est traditionnellement concentrée sur des solutions non militarisées et axées sur la coopération économique. La Russie voit dans ce rôle un modèle alternatif à la logique de bloc militaire promue par les États-Unis et leurs alliés. En soutenant le rôle central de l'ASEAN, la Russie cherche à promouvoir une architecture de sécurité régionale basée sur le multilatéralisme et le respect des intérêts de chaque nation. Cette approche contraste fortement avec celle de l'Occident, qui semble privilégier des alliances militaires exclusives, potentiellement déstabilisatrices. Le renforcement des liens économiques, notamment dans des secteurs tels que l'énergie et les technologies avancées, est une priorité pour Moscou, qui voit dans la coopération avec l'ASEAN un moyen de contrebalancer l'influence occidentale croissante. Conclusion, un contexte de confrontation et de multipolarité. En conclusion, le discours de Lavrov révèle une tentative de la Russie de réaffirmer sa position face à l'influence grandissante de l'Occident dans la région Asie-Pacifique. Il met en lumière la volonté des États-Unis et de leurs alliés de redéfinir l'équilibre des forces dans cette région,
en misant sur une militarisation accrue et la création de blocs géopolitiques exclusifs. En réponse, la Russie cherche à promouvoir une alternative basée sur la coopération économique et le respect des intérêts nationaux, tout en mettant en garde contre les risques que font peser ces nouvelles alliances militaires sur la stabilité régionale et mondiale. Ce commentaire nous invite à réfléchir sur les conséquences à long terme de cette polarisation croissante, et sur l'opportunité de privilégier des approches multilatérales inclusives plutôt que des blocs militaires exclusifs. La question centrale qui en découle est la suivante. Comment les nations de l'Asie-Pacifique pourront-elles préserver leur autonomie stratégique face aux pressions croissantes des grandes puissances mondiales? Partagez avec nous vos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.